Monsieur le ministre, chers collègues, bonjour. Je demande le renvoi, au nom du groupe La France Insoumise, de tout le document à la Commission. Je le justifie par le fait que j'estime que les deux cadres qui organisent la pensée de ce budget, car ce budget n'est pas une simple compilation de mesures, sont erronés. Le premier, c'est que vous suivez sans originalité, permettez-moi de le dire, parce que beaucoup croient que le budget est une création particulière résultant de l'imagination du gouvernement en place. Non, c'est la traduction de la feuille de route de la Commission européenne telle qu'elle nous est délivrée tous les ans à l'issue du fameux semestre européen. D'ailleurs, dans un passé récent, les gouvernements français, quels qu'ils soient, n'ont fait que cela, plus ou moins bien, mais que cela. Par exemple, les réformes du cadre administratif du pays par M. Hollande ne répondaient à aucune espèce de nécessité. Il l'a fait parce que l'Europe l'a demandé, et après sa première copie, comme elle n'était pas au point, il a lui-même réformé sa propre réforme qui n'était pas entrée en vigueur. C'est l'organisation des régions. Depuis, la réclamation sur le Code du travail est incessante. À chaque semestre européen, la Commission nous demande de fluidifier, flexibiliser, etc., les relations de travail, et vous avez commencé par ça. Je ne donne que ces deux exemples parce que je veux venir tout de suite à la critique de fond que je veux adresser à cette pensée qui résulte du travail de la Commission et de ses préjugés idéologiques. D'abord, l'absurdité de la règle de 3%, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte. À supposer que ce soit un bon chiffre, elle s'applique. Autrement dit, il est impossible de prendre des mesures contracycliques. Or, pendant des décennies, la France se caractérisait, du fait de son organisation, par le fait qu'elle avait une économie contracyclique. Ah, maintenant, impossible. 3%, quoi qu'il arrive. Alors évidemment, on peut toujours se piquer de sérieux sur les 3%, mais c'est une blague. Lorsque la limite du déficit a été fixée, les Allemands ont proposé 5%. Ce sont les Français qui ont proposé 3%, et c'est un inspecteur général des finances qui raconte ça très bien, M. Abeille. Nous connaissons l'auteur de ces 3%. C'est un homme dans un bureau à qui on a dit 5, c'est beaucoup trop, 1, c'est ridicule, 3, ça fait au milieu, ça fait sérieux. Ça fait sérieux, mais ça ne l'est pas. Car il suffit de regarder ce qu'est le bilan du pays auquel ce remède de cheval a été appliqué contre tout bon sens. Il s'agit de la Grèce. La crise a commencé en 2010, vous vous en souvenez, mes chers collègues. Eh bien, à cette époque, la dette de la Grèce était de 146% du PIB. 6 ans après, c'est-à-dire après que le produit intérieur brut se soit écroulé du quart, 25%, que les salaires se soient écroulés du quart, que les pensions de retraite soient écroulées de 20%, que le chômage soit monté jusqu'à 22,5% et que 400 000 personnes aient dû quitter leur pays parce qu'elles ne pouvaient plus y vivre. Où en sommes-nous? La dette de la Grèce est à présent de 186% du PIB, c'est-à-dire quelque chose comme 15 points de plus, 20 points de plus qu'au point de départ. Rien n'a été réglé. Qu'attendez-vous donc de remèdes de chevaux qui ne guérissent rien, mais qui ont plutôt tendance à faire mourir la bête? Et si on veut regarder d'encore plus près, on s'étonnera d'apprendre que la Grèce dégage chaque année 2,9% d'excédent brut à son budget. 2,9%. Nous autres Français, nous en sommes loin, hein? Eh bien, avec 2,9%, ça signifie qu'il y en a pour 50 ans à écluser l'état actuel de la dette. 50 ans. Est-ce que la Commission européenne s'apprête à dire à la Grèce et aux jeunes Grecs et aux générations actives de la Grèce, pendant les 50 prochaines années, l'unique plan, l'unique objectif politique que le pays va se donner, c'est de rembourser la dette? Eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Et tout ça sur la base de calculs dont vous me permettrez de mettre maintenant en cause l'existence même et la nature. Enfin, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de comparer le niveau d'une dette à la production de richesse d'une année, monsieur le ministre? Qu'est-ce que ça signifie? Quel rapport objectif cela décrit-il? Est-ce que l'un quelconque d'entre nous voit son endettement évalué par rapport à son revenu annuel? Mais dans ce cas-là, tout le monde est mort. Mais non, monsieur, pas dans les dettes privées. Allons, monsieur de Courson, allons, reprenez-vous, je vous prie, et ne m'interrompez pas. Bon. Par conséquent, ou si vous voulez m'interrompre, je vous donne la permission. Hein. Voilà, merci. Non, c'est absurde. Si vous rapportez la dette de la France à la durée moyenne d'un titre de dette conclu par l'État, qui est de 7 ans et 31 jours, l'endettement total de la France est, par rapport au PIB des années considérées, de 12%, c'est-à-dire rien, qui justifie les sacrifices et les destructions auxquels nous sommes appelés.
Ça, c'est le premier point. Le cadre de la règle d'or, le cadre intellectuel et conceptuel de l'économie telle que le pense la Commission européenne est une absurdité qui ne va pas vous permettre de faire face aux événements qui arrivent et dont je veux dire un mot. Nous sommes donc, deuxième cadre de votre budget, dans l'idée, au fond, que vous avez récusée, je m'en souviens très bien, de la théorie du ruissellement. Et la théorie du ruissellement, on connaît, on empile de l'argent en haut, il finit par dégringoler des grosses miettes sur ceux qui sont en dessous. Le ministre a dit, pas du tout, c'est pas comme ça, c'est pas ça que nous avons en tête, c'est tout autre chose. Nous donnons de l'argent en ne prenant pas des impôts, nous donnons 10 milliards, et nous savons que ces 10 milliards vont créer des investissements qui eux-mêmes vont créer des emplois, qui eux-mêmes vont rapporter des taxes et des impôts, et le monde meilleur auquel aspire, j'en suis persuadé, M. Bruno Le Maire, mais qu'il ne verra pas avec de telles méthodes. Cette théorie bute sur un point très clair. Il n'est prouvé nulle part que l'argent de plus que l'on donne au capital va vers le travail et l'investissement. Il n'existe aucune preuve de cette affirmation. De la même manière que la preuve de l'inanité de la politique de la Grèce, je ne sais pas pourquoi ça vous amuse, monsieur le ministre, mais je suis sûr que vous avez une bonne raison d'en rire. Mais moi, je le prends très au sérieux. Je le prends très au sérieux. Parce qu'après tout, peut-être que vous pourriez avoir raison, mais personne ne critique ce point de la doctrine économique. Vous m'avez répondu dans le débat. Vous m'avez dit, mais monsieur Mélenchon, si l'argent ira à la production, pourquoi? Parce que le bon sens. Voilà, et vous avez mis en avant, je m'excuse, c'est dans les débats. Or, nulle part on ne voit trace de ce bon sens. Et même aujourd'hui même, c'est-à-dire après que la loi de finances soit quasiment acquise, les investisseurs en France, selon le journal L'Opinion, dans son édition de la fin de la semaine dernière, les investisseurs en France ont décidé de ralentir leurs investissements pour l'année 2017 et ne prévoient rien pour l'année 2018 parce qu'ils estiment que la capacité de production et les outils de production sont déjà utilisés au maximum de leur capacité. Ça veut dire qu'ils n'attendent absolument rien venant des décisions économiques qui viennent d'être prises qui sont de leur rendre 10 milliards. Cette théorie part de l'idée que le marché, au fond, voit l'allocation naturelle de la ressource au bon endroit et au bon moment. Ça, c'est l'ancien capitalisme. C'est le capitalisme rénant, c'est celui qu'on a connu pendant les décennies de la fin du précédent siècle. Mais il n'existe plus. Le capitalisme de notre époque, c'est d'abord une énorme accumulation disproportionnée dans la bulle financière, sans aucun rapport avec la production réelle. On le voit, ça s'est développé d'une manière fulgurante à partir des années 70. Et la décision de M. Nixon, le 15 août 1971, d'annuler la contrepartie du dollar en or, si bien que les États-Unis d'Amérique ont commencé à imprimer des billets sans aucune limite, du moment que leur monnaie servait à régler le commerce mondial. Et depuis cette date, on est passé de 20 milliards d'échanges financiers par jour à aujourd'hui, 2016, ce sont les chiffres dont je dispose, 5 000 milliards de dollars par jour. 5 000 milliards de dollars par jour. C'est-à-dire 115 fois chaque jour le montant du commerce annuel total. Si cela ne décrit pas l'existence d'une sphère financière absolument coupée de toute réalité de l'économie productive, alors qu'est-ce qui le démontrera? Jamais. La bulle boursière qui en est suivie, c'est-à-dire une accumulation de richesses sans cause, est elle aussi considérable. Nous sommes passés de 1 400 milliards en 1975, c'est-à-dire peu de temps après la décision dont je viens de vous parler, à 65 000 milliards en 2017. Entendez bien ce chiffre, car il est supérieur au pic de la capitalisation boursière qui existait lorsqu'a éclaté la crise de 2008, qui a été un éclat dans la bulle, qui a produit la crise la plus grave depuis 1929, selon les déclarations de nos responsables politiques, le président Sarkozy, mais également le président des États-Unis de l'époque. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes à un niveau supérieur. N'importe quel journal économique ou journal qui traite de la finance vous fait la démonstration que nous sommes dans un état surcritique. Et c'est le moment que nous avons trouvé pour, avec nos petits seaux, aller encore grossir l'océan de cet argent fictif. Si cette valeur boursière a été multipliée par 45, mes chers collègues, en 30 ans, 45 fois, pendant ce temps, la production réelle, elle, n'augmentait que de 3,5 fois. C'est assez clair. Oui, un océan de papier flotte au-dessus de nos têtes, une bulle gigantesque englobe l'économie réelle, et c'est elle qui donne le rythme. Ce n'est pas la production réelle. C'est bien pourquoi le danger est extrême et il ne faut pas aller l'augmenter. Or, je vous l'ai dit il y a un instant,
les investisseurs ne se préparent pas avec l'argent qu'on va leur donner à investir, et au cours des années qui viennent de s'écouler, ils ont fait le contraire. Et cela se comprend, ce n'est pas un complot, c'est qu'il est plus facile d'accumuler sur la base de l'argent placé dans la bulle financière qu'il n'est de le faire dans l'économie réelle. C'est la raison pour laquelle les entreprises du CAC 40 distribuaient autrefois 33%. Autrefois, c'est l'an 2000, c'est pas si vieux que ça. 33% de leurs bénéfices passaient aux actionnaires. Aujourd'hui, c'est 57% de cette somme. Ça veut dire encore une fois qu'on compte sur des gens pour placer de manière opportune leur argent. On sait depuis les Paradise Papers et le Panama Papers et le reste où on en est de l'utilisation que font ces gens de cet argent. Me voici maintenant rendu à vous dire que s'ils ne le font pas, si ce n'est pas le choix des investisseurs, si le choix des riches est toujours les dividendes, si la bulle boursière nous menace, alors il faut qu'on regarde est-ce qu'il y a des théories économiques ou des pratiques économiques qui aboutissent à un résultat inverse. C'est ça qui nous intéresse. Eh bien, je vais chercher la preuve de ma démonstration à la Banque centrale européenne. Ça va paraître peut-être curieux, mais la Banque centrale européenne a commencé par dire qu'elle donnait 400 milliards aux banques à la condition que les banques, en échange de l'argent qui leur a été donné, donnent des titres de prêts immobiliers. Résultat, rien. 60 milliards à peine de consommés. Plutôt ne rien prendre que de lâcher ce qu'ils considéraient comme plus sûr que de l'argent à aller placer dans l'économie réelle, parce que c'était la deuxième condition que posait la Banque centrale. M. Juncker a proposé 300 milliards de plan de relance. Que s'est-il passé? Rien. Cette somme n'a pas été utilisée non plus. Il a fallu que le banquier central adhère avec un peu d'humour à la théorie de M. Keynes la plus folle, qui disait que de toute façon, pour relancer la machine, tout était bon, y compris jeter des sacs de billets depuis des hélicoptères, parce que ça obligeait les gens à dépenser immédiatement l'argent pour qu'on ne le reprenne plus. Ce que je suis en train de vous raconter n'est pas une invention de ma part, c'est ce qu'il a dit dans une conférence de presse avec humour pour répondre à un journaliste qui lui demandait quelle est la limite de ce que vous êtes prêt à faire pour relancer l'économie. Il avait dit il n'y en a pas, il avait même accepté cette hypothèse. Eh bien, regardez ce qu'il a fait. Un jour, il a compris que s'il posait des conditions, les banques ne plaçaient pas dans l'économie réelle. Qu'a-t-il fait? Il leur a dit « je vous donne l'argent que vous voulez contre rien ». 80 milliards par mois. Au bout de plusieurs mois, alors que l'économie était entrée en dépression en zone euro, ce qui est la catastrophe totale, au bout de 4 ou 5 mois seulement, l'argent a commencé à ruisseler et on a pu voir remonter la pente de la production en Europe, qui fait qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a un mieux. Le mieux, c'est du 2%. Il a fallu injecter dans l'économie européenne gratuitement 2000 milliards, c'est plus de 2000 milliards, c'est-à-dire une année de la production totale de la France, pour qu'aussitôt on voit la machine se relancer. Donc c'est bien la preuve qu'il suffit d'injecter, c'est-à-dire de mettre dans l'économie réelle pour que la machine redémarre et qu'on retrouve taxes, impôts et le reste qui mettent les budgets d'équerre. Oui, cette question est posée avec une urgence absolue. Car voyez-vous, sans cesse vous évoquez, on évoque la dette publique. Et tout le monde oublie tranquillement la dette privée. Or, la dette privée en France est supérieure à la dette publique. Les Français ne doivent pas 2200 milliards, comme on le dit d'habitude, ou dans ces eaux-là. Ils doivent en plus la même somme en tant que dette privée. Autrement dit, il y en a pour 4500 milliards. La seule manière de soigner la dette privée, surtout quand vous avez une bulle financière, c'est de relancer l'économie réelle. Parce que c'est elle qui va permettre au moins à ceux qui ont emprunté de ne pas être défaillants. Par où arrivent les éclats de bulles? C'est la première remarque que je veux faire, qui n'entre nulle part dans les hypothèses économiques qui ont fait partie de la mise au point de ce budget. Évidemment, la question de la dette est posée à toute l'Europe. Et j'en viens maintenant à ce que je crois être indispensable. Si nous ne faisons rien, si nous continuons avec l'absurde règle d'or, qui ne tient aucun compte des effets de cycle économique, si nous n'en finissons pas avec ça, que va-t-il se passer? Les tensions dans les nations vont s'exagérant sans cesse. Pourquoi? Parce que partout l'État recule et le service public recule, vidant de son sens même l'existence de la nation, qui ne peut être rien d'autre qu'une communauté de solidarité. Il faut régler la question de la dette, parce que c'est en son nom que ces politiques de coupe claire sur les services publics sont faites. C'est à cause d'elles que démarrent des processus qui conduisent aux manifestations de ces absurdes 60 000 voyous d'extrême droite en Pologne, ou que se déroulent des crises d'identité nationale comme celles qu'on peut voir en Espagne et partout ailleurs. Il faut arrêter cette machine à perdre et à tuer. Il faut l'arrêter, et c'est la raison pour laquelle j'estime qu'il faut qu'il y ait en Europe une conférence de la dette. Je demande qu'on me démente si ce que je dis ne tient pas au moins à l'addition. Si la totalité des dettes publiques
des États en Europe étaient achetés directement par la Banque centrale européenne, au lieu d'être rachetés sur le second marché, comme nous l'avons vu se faire jusqu'à une date récente, jusqu'au point ridicule où la Grèce a procuré 8 milliards à la Banque centrale européenne, dans le pire des cas, nous aurions 5 à 6% d'inflation. Eh bien, moi, je vous le dis, je préfère 5 ou 6% d'inflation et une Europe qui vive dans la paix et la prospérité plutôt que la guerre qui s'avance. Merci.